Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et André Berkov aujourd'hui est en face-à-face avec un journaliste qui est aux États-Unis, qui a parcouru pendant 245 jours l'Amérique de Trump et qui a parcouru 28 000 miles pour découvrir justement qui sont ces électeurs de Trump. Et il présente son livre chez Trump aux éditions L'Artilleur. Bonjour Alexandre Mandel. Bonjour. Oui, bonjour Alexandre Mandel. Vous êtes le jour J est arrivé. Je ne sais pas si on saura si c'est le jour de gloire de Biden ou celui de Trump. On le saura demain matin. Pour nous, demain matin, heure de Paris. Oui, on ne sait pas, on n'est même pas sûr. Alors dites-moi, vous avez fait quelque chose. Écoutez, d'abord, félicitations pour avoir fait ça, parce qu'on a beaucoup de nos confrères, qu'on aime bien par ailleurs, qui connaissent l'Amérique à New York, à Miami, à Los Angeles, à San Francisco ou à Washington, et puis qui s'arrêtent là. Et effectivement, si Trump a gagné en 2016, on l'a déjà dit, c'est devenu une banalité de base, c'est parce qu'il est allé voir cette Amérique des oubliés, ce panier de déplorables dont parlait Hillary Clinton, etc., etc. Et vous, vous y êtes allé. Vous avez passé pratiquement, 245 jours, on l'a dit Clémence, 28 000 miles, vous êtes balayé partout. Et effectivement, c'est comme ça qu'on connaît l'Amérique. Moi-même, je suis allé une cinquantaine de fois. Je n'ai pas vécu là-bas, mais je me suis aussi baladé partout. Et donc, Alexandre Mandel, d'abord, je vais vous dire, aujourd'hui, cette Amérique de 2020 que vous avez parcourue, avant de parler effectivement de l'enjeu d'aujourd'hui, vous l'avez senti comment? Qu'est-ce que vous avez senti, vous, journaliste, comme ça, en regardant ça, le tableau, quoi? Bon, moi, je l'ai senti, en tout cas l'Amérique de Trump, très confiante avant la pandémie du Covid-19. Oui. Et, perdant un peu, non pas son espoir, l'espoir de réélection de Trump, Oui. mais confrontée, si vous voulez, à une situation à laquelle elle ne s'attendait pas. Oui, personne. Trump, pendant 3 ans, ça a été une forte croissance économique, bien sûr, beaucoup d'emplois. Et du jour au lendemain, un certain nombre de ces gens-là se sont retrouvés confrontés à devoir aller à la banque alimentaire, à essayer de retrouver un emploi rapidement. C'est une Amérique qui doute, parce que finalement, il est plus facile pour l'Amérique d'intervenir à l'autre bout du monde avec un porte-avions que d'abattre un virus. Et je les ai sentis presque un peu humiliés même dans leur... Oui, vous voulez dire, c'est presque un ennemi qui aurait gagné la guerre, ou en tout cas qui les affrontait sur leur propre terrain, quoi. Disons ça. Oui, voilà, c'est plutôt, ils y pouvaient rien. Ouais. Et même Trump n'y pouvait rien lui-même, c'est-à-dire le god empereur Trump n'y pouvait rien. Mais dites-moi, avant de parler de cela, du Covid, et je sais que vous l'avez eu vous aussi là-bas, vous l'avez attrapé là-bas. Alors, moi, j'ai pas été testé, mais j'avais tous les symptômes. Oui. J'ai été hospitalisé, en revanche, pour autre chose. Ah ouais. Mais d'accord, voilà. D'accord. Mais enfin, ça va mieux là. Vous êtes. Oui, j'essaie quand même de me tenir un peu à l'écart. Voilà, je comprends. Mais Alexandre Mandel, justement, mais d'abord, quand je vous ai posé la question sur le portrait de l'Amérique, cette Amérique-là, comme vous dites, pendant en tout cas 3 ans avant le Covid, c'est nettement senti mieux. Vous êtes d'accord? Enfin, il y a eu quand même, du point de vue même des Afro-Américains et des Latinos, du point de vue de la croissance, du point de vue des salaires. Mais c'est ça, qui serait particulièrement injuste si Trump venait à perdre. Ouais. C'est que écoutez, en partant aux États-Unis, je vais vous dire, en tant que journaliste, je me disais, ça va être facile à faire. Ouais. Je peux faire un pronostic. Moi, j'étais persuadé que Trump l'emporterait largement, comme Reagan en 1984, quand Reagan avait fait quasiment le grand chelem, 49 États sur 50. J'étais persuadé de ça. C'est plus compliqué aujourd'hui. La pandémie a quand même renversé un peu le... C'est vrai, mais est-ce que cette Amérique-là, alors justement, comme vous l'avez entendu, moi j'aimerais avoir, justement, ils sont quoi? Ils sont désorientés, ils sont, vous l'avez dit au début, est-ce qu'ils se sentent en fait fragiles? Il dit, bon, il y a ce Covid, évidemment,
personne n'est responsable? Ou est-ce qu'ils en veulent à Trump, ou certains, parce que ne généralisons pas, on ne sait pas encore, de sa gestion du Covid? C'est-à-dire, est-ce qu'on les sent un peu en disant oui, America first, venons de l'Amérique, ils se sentent un peu troublés par ce qu'ils vivent? Alors, la fanbase de Trump, qui fait peut-être 30 à 35% des électeurs, n'en veut pas du tout à Trump. Seulement, Trump, aujourd'hui, il a besoin des indépendants et des modérés pour gagner. Et c'est-à-dire spécialement les gens, en l'occurrence, qui vivent dans ces banlieues qui s'étendent sur les zones rurales, etc. Et ceux-là lui reprochent en effet la gestion de la pandémie. Les 35% voient plutôt, et ils n'ont pas tort d'ailleurs, factuellement c'est vrai, la responsabilité de la Chine. C'est d'ailleurs la défense de Trump. Trump dit c'est quand même pas de ma faute s'il est arrivé ça. Et c'est vrai que la Chine on a été aussi un peu injuste, j'ai l'impression, en Europe, avec Trump sur la gestion du Covid-19. Les chiffres n'étaient pas si mauvais que ça. Si on les compare aujourd'hui avec vos chiffres en France, rapportés au nombre d'habitants, ça revient à peu près à la même chose. Le tout sans confinement généralisé. On a été très injuste avec Trump parce que Trump a cette qualité très américaine. C'est un peu le type qui vous savez, il vous tape dans le dos en disant « Allez, ça ira mieux demain ». C'est pas grave, ça va passer. L'espoir, on y va, quoi. Voilà, exactement. C'est peut-être un peu naïf, mais c'est aussi un peu comme ça que fonctionne l'Amérique. Oui, tout à fait. Cette espèce de trip, on va pas se laisser aller. Mais dites-moi, est-ce que c'est les chiffres qu'on vient de donner, on dit que même avec le Covid, et pas après le Covid, on est encore en plein dedans, la productivité, en tout cas, a haussé de 33,3%. Là, récemment, ce sont des derniers chiffres. Est-ce que ce sont des chiffres trumpistes, propagandistes, ou c'est vraiment réel qu'il y a, malgré tout, un rebond, un vrai rebond? Ah oui, il y a un vrai rebond aux États-Unis, puisque on est passé en avril, le taux de chômage était de 25%. C'était du jamais vu. Souvenez-vous, en avril, on parlait du Grand Confinement, du Great Confinement, l'équivalent de la Grande Dépression. Le taux de chômage qui était à 20-25% est tombé aujourd'hui à 7,5%. L'économie américaine détruit facilement des emplois et en crée facilement d'autres. C'est ça. Ça, c'est il faut le savoir. Voilà, libérale. Et donc, oui, en effet, l'économie américaine aujourd'hui se porte beaucoup mieux qu'elle ne se portait au tout début de la pandémie. D'accord. C'est bien la raison pour laquelle, d'ailleurs, Trump ne veut pas du tout imiter ce qui se fait en Europe. Avec la seconde vague, voilà. Mais ça, c'est un repoussoir pour les électeurs. Oui, alors le confinement. Oui, le confinement, ça c'est clair. Mais dis-moi, Alexandre Mandel, de l'intérieur, comment les gens sortent, parce qu'on le voit, ça vraiment. Et là, je parle pas de la presse française ou européenne, n'en parlons pas. Mais la quasi-totalité des médias américains, sauf Fox News, etc. La quasi-totalité, on le voit, Washington Post, New York Times, etc. etc. CNN, c'est le pire. Et CNN, absolument. Pire, mais c'est à boulet rouge. Donc, je veux dire que du matin au soir, depuis 3 ans et demi, mais même avant que Trump ne soit intronisé, en 2016, mais il est à la droite d'Adolf Hitler, ou c'est l'antéchrist. Et comment les Américains moyens, ceux que vous avez rencontrés, puisque vous avez rencontré des gens très différents, comment ils le sentent ça? Ils disent fake news médias, ils ne croient plus aux médias, ou comment c'est vécu par les interlocuteurs? On commence à le voir ça aussi en France. Il y a une véritable haine des médias dits mainstream. Même Fox News est très critiqué en ce moment. Chris Wallace, qui était un présentateur vedette et qui occupait le poste de modérateur lors du premier débat, a été très critiqué pour avoir été soi-disant plus favorable à Biden que Trump. C'est discutable. C'est vrai, moi j'ai un chapitre d'ailleurs là-dessus dans mon livre, sur les médias. Les gens maintenant s'informent avec les réseaux sociaux. Ça crée aussi des catégories de gens qui sont parfois sur notre planète, qui vous racontent... moi j'ai de l'affection pour eux. Je n'ai aucune affection pour CNN. Voilà, pour CNN, je les comprends parfaitement. C'est horrible de regarder CNN. Vous avez l'impression de regarder la Pravda version télévisée.
C'est atroce. Je regardais encore hier soir le présentateur vedette, Andrew Cuomo. Chris Cuomo. Et ça, on peut les comprendre. Chris Cuomo, Andrew étant le gouverneur de New York. En effet, les deux frères. Mais d'ailleurs, c'était marrant parce que il y en a un qui l'interviewe. Enfin, c'est. Et moi, je peux comprendre que quand vous habitez dans le Kansas et que vous voyez ces New-Yorkais entre eux. Vous expliquez que vous n'avez rien compris, que vous êtes raciste, vous êtes des suprémacistes blancs. Je peux comprendre que oui, on a envie de brûler sa télévision, qu'on se jette sur Internet et qu'on regarde finalement des choses qui parfois, en effet, flirtent avec le conspirationnisme. Mais Alexandre Mandel, vous allez rester avec nous. Après, on va passer avec nos auditeurs après les infos. Mais une question quand même. L'Amérique, en fait, l'Américain moyen, on a l'habitude de dire en Europe, oui, Amérique, ouais, ils sont naïfs, ils sont ceci, ils sont cela. Est-ce que le patriotisme américain, parce qu'on est toujours étonné de voir des drapeaux américains dans toutes les, enfin, sur le fronton de toutes les maisons, etc. C'est toujours ça, c'est toujours patriote, c'est toujours très attaché au pays, etc. L'Amérique que vous avez vue. Ah oui, ça n'a rien à voir avec, en cela avec la France. Hein. Je me souviens, pour l'anecdote, d'avoir conduit dans ma voiture un républicain du Texas qui était fier de montrer son quartier. Ouais. Et il était persuadé qu'en France, si on mettait un drapeau devant sa maison, la police débarquait pour vous le faire enlever. Non, mais c'est peut-être ridicule, mais non, mais c'est intéressant. Il y a toujours cette il y a toujours cette fierté de la bannière étoilée, patriote, spécialement dans un pays qui doute aussi de son identité. Hein, et c'est clair. Qui a beaucoup douté de son identité. C'est clair. Sous les 8 années d'Obama. C'est important. Alexandre Mandel, restez avec nous. On va parler de tout ça, évidemment. Encore une fois, je vous rappelle que nous sommes le jour de l'élection, une élection historique, incontestablement. On en reparle après les informations. À tout de suite. Et vous aussi, vous avez la parole. Un seul numéro, 0826 60 300. Venez poser justement des questions à notre invité. Allez, tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et oui, nous sommes toujours avec Alexandre Mandel et bientôt avec vous, évidemment, auditeur de Sud Radio, donc chez Trump, oui. Il est allé chez Trump, lui c'est viens chez moi, j'habite chez une copine, non, lui c'est viens chez moi, j'habite chez Trump. J'habite chez un déplorable. Voilà, j'habite, oui alors vous en avez fréquenté des paniers déplorables. Je vous cite, hein, je suis parti, j'ai acheté une vieille Cadillac d'occasion et j'ai sillonné l'Amérique de l'intérieur, dormi chez l'habitant ou dans des motels sordides, à la rencontre de pêcheurs de crevettes en Louisiane, d'un shérif de Virginie, d'une stripteaseuse du Montana, de militants pro-armes du Texas. Du Nebraska. Ah ben c'était marqué Montana là. Ah mais c'est le. Ça c'est voilà, c'est l'attaché de presse. Hein. Du Texas, d'un médecin au Kansas, de salariés noirs au Mississippi et de dizaines d'autres. Alexandre Mandel, je voudrais quand même que vous me donniez un ou deux portraits de ces gens que vous avez vus, parce que c'est vrai que l'Amérique c'est très différent. Enfin c'est, je veux dire, par exemple, parmi les gens qui vous ont le plus frappé, qui vous ont le plus, autant c'est évidemment ressenti du terme, et non pas au sens physique, vous pouvez me citer, vous pouvez me faire un ou deux portraits de gens qui vous ont vraiment frappé. Bon, quelqu'un qui m'a, par exemple, hébergé pendant 15 jours au Texas, au début de la pandémie, oui. Et qui venait de perdre son emploi. Vous savez, c'est un métier qu'on n'a pas trop en France, qui s'appelle contracteur. C'est un peu le chef de chantier qui s'occupe d'avoir un plombier, d'avoir un maçon, etc. D'accord. Il fait ça depuis chez lui. Il venait de perdre son boulot. Ouais, il n'avait pas d'assurance chômage. Et du jour au lendemain, il a pris ça, il a pris sur lui. Il allait faire les courses, il achetait ce qu'il y avait de moins cher, la bière la moins chère, etc. Jamais il se plaignait. Ouais. Il a envoyé peut-être 500 CV dans la semaine. Il a retrouvé rapidement, au bout de 2 semaines, un autre boulot à 450 km, en laissant sa fiancée sur place, pour beaucoup moins pour un salaire moindre, et avec plus d'heures, et il s'est jamais plaint.
Je l'ai jamais vu se plaindre. Ça, c'est formidable. Il est allé, quoi. Ils y vont, ça, ils y vont. Et ça, c'est des gens, quand vous allez dans le... Je me souviens aussi dans le Montana, non pas dans le Montana, pardon, dans le Dakota du Nord, qui est un état pétrolier. Quand tous les puits de pétrole étaient à l'arrêt, eh ben, les ouvriers prenaient leur mal en patience, ils tiraient littéralement avec leur pick-up, leur mobil-home, ils partaient chercher du boulot ailleurs. Donc cette Amérique de la conquête un peu de l'espace existe encore. En fait, Alexandre Mandel, c'est intéressant. C'est très émouvant. Oui, c'est plus qu'émouvant. Ce que vous dites, c'est qu'il n'y a pas de culture de l'assistanat. On ne dit pas, là là, qu'est-ce qu'il fait l'État, il nous aide pas. Alors oui, non, il y en a une un petit peu, notamment parfois dans certaines populations immigrées, etc. Mais il n'y a pas... il n'y a pas cette culture, en effet, de tout attendre de l'État, et spécialement de l'État fédéral. Oui, bien sûr. Il faut savoir qu'aux États-Unis, finalement, vous savez, les gens comptent plus finalement sur le shérif du coin, le maire, le commissionneur du comté, que sur le président des États-Unis. Ça, c'est la réalité de l'Amérique. Oui, c'est clair. C'est clair. Et en effet, enfin bon, il y a des gens qui, comme en France, profitent du système. Mais enfin, c'est quand même pas dans la mentalité, quoi. C'est ça. On se débrouille, mais vous dites, le type qui prend son mobil-home et qui va ailleurs, le type qui fait 450 km et il dit, bon, ben, je vais trouver du boulot. C'est pas grave, je vais bosser 50 heures s'il faut, etc. Je rattraperai mon salaire, enfin... C'est fou. On verrait pas ça en France. Oui, c'est pas du tout, c'est pas tout à fait la même culture. En même temps, c'est ça qui a fait que l'Amérique est devenue l'Amérique, enfin, quelque part, sans faire de jugement de valeur. Alexandre Mandel, restez avec nous parce que les auditeurs du Sud Radio vont maintenant nous poser beaucoup de questions ou intervenir, en tout cas, comme ils sentent. Clémence. Eh bien, vous nous appelez 0826 300 300, un seul numéro pour pouvoir venir justement poser des questions à notre invité Alexandre Mandel qui est en direct des États-Unis. Et à nous. Et voilà, et à nous évidemment sur les questions sécuritaires, sur l'attentat à Vienne, sur les questions de l'incohérence du gouvernement, sur les questions de l'hydroxychloroquine et la plainte du professeur Raoult. On vous attend, à tout de suite. Et André Berkoff, toujours dans tous ses états avec son invité Alexandre Mandel qui est aux États-Unis, qui présente son livre chez Trump, édition L'Artilleur. Et puis vous aussi, vous êtes tous là et vous nous appelez pour nous poser des questions. On donne tout de suite la parole à Lisa qui nous appelle de Paris. Bonjour Lisa. Oui, bonjour Lisa. Bonjour. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour à votre invité. Alors tout d'abord, je tenais à vous remercier pour votre émission. Merci. Ça fait plaisir. Et je voulais revenir sur un propos que j'ai entendu donc de Monsieur Bauer, que je viens d'entendre donc à l'antenne, qui a tenu donc les propos suivants, disant que l'un des soucis donc qu'on avait actuellement avec l'immigration, c'est qu'on avait entre guillemets sous-traité notre frontière à des pays dits faibles. Donc je pense qu'il parlait de l'Italie et de la Grèce notamment. Je tenais à signaler que pour moi ce genre de propos sont profondément méprisants et injustes. Et face à ces propos, je tiens à apporter deux faits. Le premier, c'est que donc aujourd'hui ou hier, Bruxelles a demandé une réunion extraordinaire en urgence pour avoir des explications de la part de Frontex. Donc Frontex qui est l'agence qui est censée donc protéger en fait les frontières européennes, donc notamment en Méditerranée, sur des refoulements soi-disant illégaux de migrants en mer Égée. Donc je rappelle quand même que Frontex, voilà, normalement c'est son rôle plus ou moins de refouler, on va dire, des personnes qui tentent de pénétrer la frontière de manière illégale. Et Bruxelles donc vient malgré tout mettre des bâtons dans les roues. Et enfin deuxième fait, je tiens juste à rappeler à tout le monde, parce qu'en ce moment on n'en parle plus du tout avec toutes ces histoires, qu'il y a toujours en route actuellement un pacte immigration qui a pour but, a priori totalement avoué, d'imposer donc une immigration à des peuples qui n'en veulent pas. Je pense par exemple à la Hongrie qui a toujours dit qu'elle ne voulait pas d'immigration. Je pense à tous ces peuples donc du Visegrad, donc qui ont toujours dit qu'ils ne voulaient pas d'immigration. Et donc ce pacte en immigration, pour moi, c'est loin d'être un pacte anti-immigration. Donc ce que je voulais dire, c'est que pour moi, donc en réponse à M. Bauer, le problème avec l'immigration, c'est pas Rome, c'est pas Madrid, c'est pas Athènes, c'est Bruxelles. Oui, je pense, comme il n'est pas là, je pense que, je ne veux pas parler à la place de Alain Boer, je pense que ce qu'il a voulu dire simplement, c'est que, effectivement, je vous rejoins là-dessus, la politique, elle se fait à Bruxelles, et malheureusement, il faut bien dire que les nations, de ce point de vue, ont laissé la main, justement, à Bruxelles avant d'être à la Grèce et l'Italie. Et vous avez raison, quand on voit les réactions de la Grèce et l'Italie, de point de vue d'immigration, on ne peut pas dire qu'ils les accueillent avec un sourire énorme et avec un contentement total. C'est évident
évident que là, il y a un vrai problème, mais je vous rejoins dans le fait que c'est un problème européen, qu'on a accepté un certain nombre de, je dirais, de diktats, on peut le dire, de la Commission européenne là-dessus, qui organise l'immigration sans le consentement d'un certain nombre de pays, et malgré la délégation d'un certain nombre de pays. Donc ça, c'est un véritable problème qui est posé et qui malheureusement ne sera pas résolu de suite, à moins d'un soulèvement. On verra. Merci beaucoup Lisa en tout cas. Et puis on va donner la parole à Serge qui nous appelle de Vichy. Alors Serge est ancien prof d'anglais et il a beaucoup voyagé aux États-Unis et il voudrait justement en parler avec notre invité. Bonjour Serge. Oui, bonjour. Bonjour Serge. Bonjour Monsieur Bercoff. Bonjour à votre invité. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Oui, j'ai beaucoup voyagé aux États-Unis de, on va dire, de 86 à 99. Oui. C'est précis. Et l'anecdote concerne l'année 99. Enfin, j'accompagnais des groupes d'étudiants, des lycéens français aux États-Unis tous les étés, ou presque. Et un peu partout. Donc, j'ai vu aussi bien le Texas que la Californie, que le Maine, que la Louisiane. Enfin bon, je me suis quand même pas mal... oui, vous êtes baladé un peu partout, quoi. Voilà, et comme les étudiants, comme les lycéens étaient accueillis par des familles, j'ai assisté à beaucoup de barbecues, comme c'était l'été, dans tous les milieux, dans les milieux friqués ou dans les milieux, tout ce qui est plus modeste. Et j'ai vu des choses absolument fabuleuses. Enfin, la première année en 86, c'était dans l'état du Maine, un état très tranquille qui fait un peu penser à la Bretagne, vous voyez. Et je me souviens d'une famille où la dame venait de perdre son emploi dans une usine de Nike, comme on dit aux États-Unis. Les chaussures Nike. Pour délocaliser, c'était juillet 86, vous voyez. Première vague de délocalisation. Elle venait de perdre son emploi. Son mari était menuisier dans une scierie, puisqu'il y a beaucoup de scieries, il y a beaucoup de bois en Maine, dans le Maine. Et ils accueillaient une jeune fille qui sortait d'un milieu assez aisé de la banlieue parisienne, mais de la banlieue chic, on va dire, du côté des Unis, qui vivaient dans un petit hôtel particulier, vous voyez, enfin... Non, d'accord, oui. Ces gens-là avaient plusieurs enfants, et cette fille qui avait 16 ans, qui vivait donc dans un milieu où les gens étaient très optimistes. Elle venait de perdre son emploi, mais ça fait rien, elle allait retrouver un. Vous voyez, ce que vient de dire votre invité, et quand elle est repartie, je vois toujours la scène. On devait reprendre un autocar pour aller prendre l'avion à Boston. Et elle pleurait toutes les larmes de son corps parce que, justement, elle quittait un milieu fabuleux qu'elle n'avait jamais connu auparavant. Et ça, c'était 86. 99, là, ça confirme le côté go-getter des Américains, c'est-à-dire qu'on ne se laisse pas abattre. On y va. J'étais hébergé chez un professeur, enfin un instituteur, en plein milieu du Texas, enfin du côté de Houston. Et il avait un de ses élèves, un de ses anciens élèves, qui était venu lui rendre visite. Ce gars-là avait une petite trentaine d'années, il vivait dans un mobil-home, il avait une parcelle de terrain, il voulait se construire une maison. Pour se construire la maison, qu'est-ce qu'il avait fait? Eh bien, il avait accepté de prendre un emploi sur 6 mois où il travaillait, je n'invente pas les chiffres, 84 heures par semaine. Il faisait des journées de 12 heures. Et il avait droit à une journée de repos tous les 15 jours. Tous les 15 jours, d'accord. Et je lui ai dit, bon, c'est pour ça qu'il était venu nous voir, parce qu'il avait son jour de repos de la quinzaine. Voilà. Et je lui ai dit, mais comment vous tenez? Il me dit, je tiens, c'est sûr que c'est dur. Il était soudeur. Il dit, je tiens tout simplement parce que j'ai fait mes calculs. Dans 6 mois, j'aurai assez d'argent pour construire une maison en dur. C'est ça. Oui, c'est là. Non, mais merci de votre témoignage. Alexandre Mandel, cette Amérique que décrit notre auditeur, il est allé... Entre-temps, les choses ont changé parce qu'il y a quand même un horaire légal aux États-Unis. Les gens sont pas... C'est 48 heures l'horaire légal aux États-Unis de travail. Hebdomadaire, c'est quand même énorme. C'est 13 heures de plus. Vous avez le droit à 4-5 heures d'heures supplémentaires. Il faut savoir aussi quand même qu'aux États-Unis, il y a
et ça c'est les chiffres de la Fed, vous avez quand même 40% des Américains qui n'ont pas $400 de côté pour faire face à des situations imprévues. Donc, à la fois, moi, au contraire, j'admire cette capacité à dire on ne va pas se laisser abattre, mais il ne faut pas non plus trop, fantasmer sur, comment dire, vous voulez dire, il ne faut pas trop les l'opulence américaine, si vous voulez. Quand vous n'avez pas $300 ou $400 de côté pour faire face parfois à des soins de santé, etc., et ça, c'est 40% de la population américaine, c'est que aussi, c'est pas non plus le paradis. C'est vrai que les souvenirs de vacances qui devaient être formidables, etc., j'imagine, vous ont laissé cette empreinte-là. Oui. Oui, allez-y. Oui. Il avait accepté parce que c'était pour moi. On lui aurait dit, vous allez travailler comme ça pendant 6 ans, il n'aurait pas accepté. Oui, là, c'était 6 mois. Oui, c'était 6 mois, absolument. Non, ce qui est intéressant, Alexandre Mandel, c'est-à-dire qu'au fond, est-ce que, là, c'était 86-99, c'est donc il y a pratiquement, disons les choses, il y a 20 ans et plus, enfin 25 ans, 30 ans. Est-ce que ce drive des Américains, quand je dis the drive, c'est pas bien d'employer l'anglicisme, cette espèce de volonté de bouger. J'ai 2 questions pour vous, Alexandre Mandel. Est-ce que la pauvreté, au sens de vraie pauvreté dans l'Amérique, dans votre pérégrination, vous l'avez senti? Et est-ce que être pauvre en Amérique, parce que nous, on a, c'est vrai, soyons clairs, des filets de sécurité, de santé, qui sont quand même encore là, malgré tout, on le voit bien. Donc, est-ce que cette pauvreté, elle est toujours très forte, est-ce que vous l'avez senti? Et deuxièmement, ce sentiment de dire on y va, en tout cas, voilà, comme vous racontiez, le type avec son mobil-home, la fille qui dit bon, j'ai perdu mon boulot, mais ça fait rien, je vais m'y mettre. Est-ce que cette énergie-là, en tout cas, cette volonté de foncer, elle est toujours là? Et d'un autre côté, une question, la pauvreté est toujours là. On voit des gens abattus. Ce qui est très frappant, c'est dans les motels aux États-Unis. Ouais. C'est que très souvent, ce qui correspondrait chez nous aux HLM sont à charge de l'État. Et l'État, je veux dire pas l'État fédéral, l'État. L'État, oui, l'État, oui. Et très souvent, dans les États, notamment alors pour le moins pas terrible. Et moi, ça, j'ai vu des gens qui... je raconte dans mon livre un épisode qui m'a frappé de quelqu'un qui tenait un magasin de chaussures dans une chambre de motel. Ah, d'accord. Il m'avait houspillé, je me souviens, j'étais en train de sortir de ma valise, il m'a dit, vous faites du 44, enfin c'est du 10 en taille américaine, venez me voir, etc. Il vendait dans sa chambre d'hôtel, de motel. Écoutez, il faut vraiment lire j'insiste, je fais de la pub pour mon livre. C'était littéralement... C'était tout le lit était entouré de cartons de chaussures, etc. Ouais. Il avait votre modèle, il avait votre taille, etc. Mais en même temps, à côté, dans les motels, vous avez les vétérans, vous avez certains... les vétérans de l'armée, oui. Oui, pas forcément d'ailleurs du Vietnam, mais de plus en plus on en voit de l'Irak, et qui vivent là à l'année, et qui justement comptent beaucoup sur Trump. Trump est très populaire chez les vétérans. Il y a la fibre patriotique, mais il n'y a pas que ça. Il leur a aussi réservé des soins médicaux gratuits et meilleurs que sous Obama, par exemple. Et l'énergie, et l'énergie, elle est toujours là. Enfin, je veux dire, par exemple, ces gens-là, quand vous parlez, il y a les vétérans mais je veux dire, par exemple, ils vous parlent de l'Obamacare. C'était bien l'Obamacare ou ça? Mais oui. Mais, alors, justement, c'est ça qui est formidable. On a souvent comparé les Trumpistes avec les Gilets jaunes en France. Ouais. Moi, j'ai jamais été d'accord avec cette comparaison que je trouve un peu idiote. Vous ne verrez jamais les Gilets jaunes applaudir pour démanteler la sécurité sociale. Ouais. Mais l'équivalent, les Trumpistes applaudissent en meeting quand Trump dit on va démanteler la sécu, on va démanteler Obamacare, parce que dans l'état d'esprit américain, c'est ne vous occupez pas de ma santé, ne vous occupez pas de ma façon de m'assurer. Ne vous occupez pas de mes impôts. Qui le fais. C'est moi qui le fais. Voilà. Voilà. D'accord. Et ça, c'est la responsabilité. Il y a toujours l'idée de responsabilité individuelle. Ouais. Moi, je me souviens de quelqu'un qui me disait je
je veux pas d'un système à la française parce que j'ai pas envie de payer pour l'appareil dentaire de la conne de fille de ma voisine. Voilà. Et qu'il a désigné comme ça. Ouais. Bon, non, je comprends. Alors, on va donner la parole à André du Lot-et-Garonne, qui lui aussi a des anecdotes justement aux États-Unis. Bonjour André. Oui, bonjour André. Bonjour André, on se dit bonjour. Voilà, merci de me rappeler. Je suis déjà intervenu, mais là, j'interviens parce que votre journaliste là, qui a écrit un bouquin, on ne doit pas fréquenter les mêmes choses. J'ai travaillé aux États-Unis l'été de 78 à 2014, et nous n'avons pas du tout le même aspect. Alors bien entendu, le dream américain, c'est formidable, mais quand on gratte un peu, alors je peux comprendre que les gens soient contents. Il nous parle actuellement des vétérans. Bien sûr, les vétérans, ils ont pire que la sécurité sociale. Tout est gratuit. Alors eux, ils veulent pas voir établir. Moi, je suis d'une région du Nord où on avait une base américaine avec 15 000 Américains. Mais mes amis, quelques-unes de mes amies vivent aux États-Unis. Elles sont pour Trump. Je suis effaré parce que quand elles viennent en France, elles nous vantent la sécurité sociale. Voilà. Et là, elles ne veulent absolument pas, même le Obamacare, qui était loin de la sécurité sociale. Mais le fait n'est pas là. Moi, j'ai des amis je suis sportif, qui sont entraîneurs, qui ne peuvent pas venir, qui ont 3 jobs. Je dis, et les gars, vous avez food and lodging in France, ok? Et ils ne peuvent pas venir parce que il y a les études des gosses à payer. Hein, j'ai Paul, par exemple, qui a un ami, et en plus à Syracuse. Alors je vous dis pas, j'irai revoir Syracuse, vous savez bien. Ouais. Alors, et lui, il a 3 boulots. Et l'été, il bosse dans les camps de basket. Hein. Alors, moi, maintenant, j'y vais plus à mon âge. Hein, il y a 2-3 années que j'y vais plus. Mais si vous voulez, je dis, mais genre, c'est pareil. J'ai un entraîneur à New York et tout, et là, j'ai bourlingué. Et que je suis allé de Vancouver en Arizona, et je vois en Arizona, j'ai des amis, cette pauvreté, parce que, bien sûr, il y a des caravanes, les gens y vivent. C'est une autre façon de vivre. Mais il ne faut pas nous présenter les États-Unis comme un pays de rêve. Non, mais personne ne le fait. C'est pas que ça. Au niveau du travail, c'est pareil. S'il faut faire 3 boulots, nous avons une autre histoire. J'ai encore expliqué ça l'an dernier. J'étais invité par mes amis entraîneurs à Minneapolis, tenez, pour en parler, pour voir le Final Four basket. Hein. Nous avons discuté ensemble. J'ai dit, je ne vais pas discuter sur votre système. Vous êtes américain. Nous sommes français. Nous avons une histoire différente. C'est sans quoi je suis un peu, pas en colère, non, mais je suis déçu de M. Mandel, parce que franchement, il n'a pas dû beaucoup travailler en France. Vous n'avez pas lu mon livre. Je vous recommande de lire. Non, je ne veux pas lire. Attendez, on va pas. Alexandre Mandel va vous répondre. Si vous ne me laissez pas en placer une. Mais si. Je vous dis, allez-y. Il y a un chapitre de mon livre qui s'appelle La fabrique des désespérés. Et je vous recommande de le lire. Je ne raconte absolument pas dans mon livre une Amérique opulente où tout le monde est heureux, etc. C'est un pays différent, avec une mentalité différente. Et en même temps, c'est l'enfant de l'Europe. Donc vous retrouvez en effet des points communs. Il est évident entre les États-Unis et l'Europe, c'est à la fois le même peuple qui a suivi une trajectoire différente. Mais de dire que je pense que l'Amérique c'est le bonheur et que l'herbe est plus verte en Amérique, c'est pas du tout le cas. Je m'en suis bien rendu compte pendant la pandémie. Je dis juste qu'ils ont une faculté de rebond qui tient aussi à leur économie de marché, qui est plus qui était évidemment plus importante qu'une économie plus dirigiste comme celle de la France. Mais je pense, oui. Écoutez, on va pas vous mettre d'accord, mais je pense que effectivement, ce sont des visions. Vous savez, et puis l'Amérique, c'est un continent. Ne l'oublions jamais. On peut pas assimiler. Et c'est ça, beaucoup de gens font une erreur. C'est que l'Amérique est tellement contrastée. C'est un continent. C'est un continent. Oui, c'est 50 pays. Voilà, c'est 50 pays. Ce n'est pas un pays. Qu'est-ce que voir New York et l'Arkansas, ça n'a strictement rien à voir, à part peut-être le patriotisme, etc. Et encore. Donc, il faut vraiment rester là-dessus. Mais nous allons continuer avec vous après une petite pause. Et voilà, et un seul numéro de téléphone que je vous rappelle, 0826 300 300. Voilà, on parle de la mosaïque de ce continent américain, justement, de toutes ces images. Alors, si
si vous avez des cartes postales à nous envoyer, venez justement, appelez-nous pour nous raconter un peu vos souvenirs des États-Unis. Et puis surtout, qu'est-ce que vous pensez justement des élections qui sont à venir? Qu'est-ce que vous pensez aussi de la sécurité en France et en Europe? On vous attend, à tout de suite. Et oui, André Berkoff, dans tous ces États, surtout à la veille de ces élections, enfin à la veille, non, avant, quelques heures avant ces élections américaines. Et puis justement, notre invité Alexandre Mandel, qui est lui déjà aux États-Unis, qui nous parle de son livre Chez Trump aux éditions L'Artilleur. Et puis vous aussi, vous nous appelez 0826 300 300. Et on donne tout de suite la parole à Bruno, qui nous appelle des Deux-Sèvres. Bonjour Bruno. Oui, bonjour Bruno. Hello Bruno, plutôt, bien sûr. On va se mettre à la page. Dites-moi. Oui, écoutez, d'abord, je tiens à remercier vraiment Sud Radio pour toutes les émissions qu'ils font. C'est vraiment magnifique. Merci. Et il en faudrait plus parce que, plus que des respirateurs, il faut des oxygénateurs de cerveau comme vous. Voilà. Maintenant, oui, mon expérience américaine. En fait, moi, je suis arrivé sur le sol états-unien 1 mois après l'explosion à l'entrée du parking souterrain du World Trade Center. En 1993. Oui. C'était 93, ça, non? Oui. C'est ça. En décembre 93, c'est ça, ouais. Il y avait un djihadiste qui avait essayé de faire exploser dans un coffre de voiture, et en fait, il s'est pris un bump, c'est-à-dire le dos d'âne d'entrée du souterrain, qui l'avait fait exploser avant de rentrer dans le World Trade Center. Mais c'était un signal fort, malheureusement, qui n'avait pas assez averti les autorités américaines. Bref, donc je suis arrivé sur le sol américain dans cet état d'esprit. D'accord. Je suis arrivé, donc moi j'étais étudiant, donc j'étais sur Long Island, c'est-à-dire à l'université américaine de Stony Brook. Voilà. Et en fait, j'ai côtoyé énormément d'étudiants qui étaient en fait qui venaient d'horizons différents. Vous étiez étudiant en quoi là, j'étais postdoctorant en sciences, en chimie. D'accord. Voilà, en chimie organique. Donc vous avez rencontré beaucoup d'étudiants, de professeurs, etc. Exactement. Donc en fait, il y avait une francophilie de la part des professeurs, mais de la part des étudiants, il y avait une ignorance totale de l'histoire, aussi bien européenne qu'américaine. C'est-à-dire que j'en savais plus sur la guerre de sécession que... bref. D'accord. De toute façon, mais en tout cas, côté californien, j'ai rencontré les Californiens, ils étaient fantastiques. Franchement fantastique, super ouvert d'esprit, etc. Et puis on dit toujours que New York est la porte d'ouverture de l'Europe en fait. C'est en fait un État qui est très tourné. Mais j'ai rencontré, je me baladais dans la ville de New York, j'ai vu, pour vous dire, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de la pauvreté ou bien de l'extrême opulence américaine. Il est vrai que dans une même rue, vous côtoyez un bâtiment complètement délabré et juste à côté un bâtiment flambant neuf. Donc en fait, tout est résumé dans cette image. C'est-à-dire que l'Amérique, c'est ça. Dans les villes, c'est le contraste. C'est aussi bien un contraste. Voilà. Moi, il a fallu, par exemple, dans la vie quotidienne, par exemple, je suis allé dans un garage pour faire réparer des choses sur ma voiture, et en fait, j'ai côtoyé un immigré grec qui venait d'être embauché pour travailler dans un atelier mécanique. Et en fait, dans ses yeux, je lisais tout le désarroi, parce qu'il y avait la barrière de la langue, il y a le fait d'avoir un salaire, parce qu'on est payé à la semaine ou à la quinzaine. Bien sûr. On voit quand même, il y a une tension. Et là, nous, Européens, quand on voit ça, on se dit que quand même en Europe, globalement, parce que j'ai vécu aussi dans d'autres pays européens, on voit quand même, on a un bénéfice historique de notre société européenne judéo-chrétienne. Faut pas se cacher. C'est-à-dire que en voyageant, et j'ai aussi voyagé par ailleurs dans d'autres endroits du monde, on voit vraiment que
en Europe et en France en particulier, on est quand même très bien lotis. Oui, très protégé, par rapport à d'autres, très protégés. Justement, je vais demander à Alexandre Mandel, vous qui êtes français, vous qui êtes... au fond, est-ce que quand vous êtes là-bas, aux États-Unis, ça fait quand même quelques temps que vous y êtes, avec tout ce qui se passe en France aujourd'hui, que vous connaissez comme nous, hein, il n'y a pas... Est-ce qu'au fond... Est-ce que la France n'a pas perdu, ou là encore, cette espèce de sentiment quand même malgré tout, parce que c'est vrai que on voit très bien, il y a un chômage, mais le chômage partiel, on est payé, etc. Enfin, il y a énormément, il faut le dire, de filets de sécurité dans tous les domaines, ou presque. Oui, mais il y a moins de boulot aussi en France. Il y a moins de boulot, c'est vrai, ça c'est clair. Ça, bon, voilà. Mais Alexandre, juste aujourd'hui, par exemple, revenons aux élections américaines quand même. Le sentiment, alors votre sentiment à vous, je ne demande pas pour qui vous allez voter, vous votez pas aux États-Unis, vous n'êtes pas franco-américain. Bon. Le pronostic, j'y arriverai pas. Non, mais je ne vous demande pas un pronostic. Est-ce qu'aujourd'hui, en fait, en matière je dirais, de donner du boulot, de retrouver du boulot, etc. Est-ce que Trump, dans ses discours, dans la manière dont il est ressenti aussi, on a l'impression, je ne sais pas s'il le fera ou pas, d'être plus apte que Biden à augmenter, à diminuer le chômage, à augmenter les jobs, à augmenter éventuellement les salaires et les rétributions? C'est très probable, oui, parce que Trump est vraiment perçu comme ça. Il est perçu comme ça. Oui, c'est un businessman qu'on aime ou qu'on n'aime pas. C'est un créateur de boulot. De boulot, oui, c'est ça. Après, Biden, Biden ne va pas non plus, s'il est élu, révolutionner l'Amérique. Hein. Ça ne va pas devenir demain un pays socialiste. Hein. Oui, je pense alors plus. Non, pas du tout. Donc, l'Amérique, ça c'est le seul pronostic que je peux vous faire. Ouais. C'est l'Amérique restera l'Amérique dans 2 jours, 3 jours, 4 jours. Ouais. Ce sera exactement le même pays. Et vous aurez toujours, les déplorables seront plus, je dis déplorables pour reprendre le terme d'Hillary Clinton il y a 4 ans, ne seront peut-être plus au pouvoir, mais ils n'auront pas disparu non plus. Il ne faut pas croire que... je répète tout le temps que, vous savez, le gouvernement américain, c'est lointain pour un Américain. Ouais, Washington, c'est lointain. Ouais. Les gens font davantage confiance à leur gouverneur, aux commissionneurs du comté, à leur maire qu'à un président pour retrouver du boulot. Oui, c'est-à-dire que le rapport que le Français... Contrairement à la France, c'est pas... il n'est pas omnipotent. Voilà. Oui, le rapport que le Français peut avoir à Macron, il dit que fait Macron, l'autre dit pas toute la journée que fait Obama ou que fait Trump ou que fait... voilà. Exactement, oui. Ouais. C'est ça qui change beaucoup. Oui. Permet d'ajouter une chose, c'est que en fait, Macron, c'est quoi? C'est le gouverneur de la France. Si on rapporte ça à la surface des États-Unis, il a moins de pouvoir. Non, il a beaucoup plus de pouvoir. Oui, d'accord, mais d'un point de vue de l'échelle, on va dire que la France, c'est l'équivalent en gros, de la Californie. Ouais. Soyons clairs, en gros. Hein. D'un point de vue du PIB, d'un point de vue d'un peu tout ça, on n'est pas loin de la vérité. Donc, si on ramène ça, c'est comme si on avait un président fédéral européen. On pourrait le comparer éventuellement au chef d'État américain. Voilà. Ouais. Sauf que les Français ont avec Macron une relation d'ailleurs qu'elle soit positive ou négative que les Américains n'ont pas justement ce que disaient avec leur président de la République et je me demande s'ils l'ont avec leur gouverneur, je ne sais pas. Merci en tout cas. Clémence. Eh bien, vous continuez de nous appeler 0826 300 300 sur tous ces sujets. Allez, tout de suite. Et André Berkoff est toujours là avec son invité qui est en direct des États-Unis, Alexandre Mandel, qui est journaliste et qui présente son livre chez Trump aux éditions L'Artilleur. Je rappelle qu'il a passé 245 jours là-bas et qu'il a parcouru 28 000 miles à travers l'Amérique de Trump et les Américains de Trump, qui votent Trump en général. Alors, vous aussi, vous nous appelez 0826 300 300. On donne tout de suite la parole à Laetitia qui nous appelle du Lot. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour Laetitia. Bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Monsieur Mendel. Alors moi je voulais raconter une anecdote qui m'est arrivée là-bas et avant tout je voulais dire que aux États-Unis j'ai connu le pire, enfin je vais être positive, j'ai connu le meilleur comme le pire, voilà.
Alors voilà, c'est un peu partout comme ça, dans plein de pays. Bien sûr. Mais j'ai vraiment. Mais c'est quoi alors concrètement le pire ou le meilleur? Très pire, rapidement. C'est d'être marié avec un Américain procédurier. Voilà, ça c'est le pire. Voilà. Oui, j'imagine. Je ris, mais je sais que c'est pas amusant. Je le sais. Non, c'est carrément, c'est triste de voir des personnes qui vous persécutent comme ça pour arriver à leur fin. Ouais. Et en fait, voilà, j'étais mariée, j'avais un petit bébé. Enfin, j'étais encore jeune maman. Et en fait, le meilleur qui m'est arrivé, c'est en fait, moi, j'étais assignée pour être évictée de la maison qu'on louait, parce que j'habitais Santa Barbara. Ouais. Et là-bas, bon, les maisons, ça va vite, ça grimpe vite. Hein, c'est pas des maisons à... Je connais, voilà. C'est un bel endroit de Californie. Sublime comme ville, voilà. Oui, absolument. Et donc on payait la vue qu'on avait sur le Pacifique et les palmiers. Mais en contrepartie, donc il a bien fallu un moment puisqu'on s'entendait plus. En fait, je me suis rendu compte que mon mari ne payait plus l'agence avec la moitié parce que là-bas c'est 50-50 aussi. Il y a beaucoup d'Américains quand vous les épousez, ils vous disent c'est 50-50. Toi tu payes ta part, moi je paye ma part. D'accord. C'est très américain ça aussi. Donc je payais la moitié de la location. Ouais, du loyer. Je travaillais. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de 3 mois que mon mari ne payait pas l'agence. Voilà, donc je me suis retrouvée avec 3 loyers de retard. Donc là-bas, c'est des loyers qui équivaut au loyer. Une maison là-bas, ça équivaut à un bel appartement à Paris dans un beau quartier, vous voyez. Ouais, Donc j'avais beau essayer de mettre les deux bouts ensemble, j'ai essayé de prendre un colocataire quand mon mari faisait éruption et menaçait le locataire en lui faisant peur, quoi. Donc c'était impossible d'avoir un colocataire ou même deux. Donc je me suis retrouvée devant la justice américaine toute seule à essayer de me défendre. Voilà, c'était pas évident. Et c'est assez impressionnant la première fois que vous rentrez. Voilà, vous êtes confronté à ce grand drapeau américain et puis tout ce qui va avec. C'est les États-Unis. Moi qui n'étais jamais rentrée dans un tribunal en France de ma vie, ça devient un peu bizarre. Et en fait, j'y allais plusieurs fois pour essayer de reculer l'échéance de l'éviction. Et puis j'avais une défendante. Moi j'étais défendante et l'autre partie adverse était les plaintifs. Et j'avais en face de moi un avocat qui était quand même assez retors, assez dur. J'essayais de lui expliquer. Bientôt, je vais peut-être avoir de l'argent. Je vais faire, je vous payer au fur et à mesure. C'est vraiment. En fait, attendez, vous étiez tribunal, c'est-à-dire que c'est l'agence qui avait, de location ou le propriétaire qui avait porté plainte, c'est ça? Voilà. Le propriétaire, d'accord, qui n'était pas payé, etc. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Eh bien, un jour, parce que mon mari me laissait me débrouiller toute seule, il n'était pas très fier, lui, vu qu'il avait gardé l'argent dans sa poche. Et donc, en fait, je suis arrivée un jour, j'étais surprise de le voir, et là, en fait, j'ai compris dans ses yeux qu'il fallait vraiment que je signe, parce qu'en fait, ils attendaient que je signe l'éviction pour pouvoir libérer la maison. Donc, il était très dur avec moi, et là, en fait, le hasard a voulu que ce jour-là, l'avocat que j'avais rencontré 2-3 fois déjà, il n'est pas venu, il a été remplacé. Il a été remplacé par un homme qui avait l'air beaucoup plus doux, beaucoup plus compréhensif, oui. Très observateur, qui observait mon mari, qui m'observait moi. Et en fait, j'ai signé. Donc, je savais que, ils m'ont quand même laissé 3 semaines avant de partir de la maison. Voilà, En plus, je tiens à souligner que quand on est évicté, c'est souvent un shérif qui vient vous évicter. Alors, le mot shérif fait peur, vous voyez. Oui, non, bien sûr. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi, revenons. Oui, mais en fait, ils m'ont évicté pas avec un shérif, mais avec quelqu'un de l'agence. Vous voyez, ils ont été très... Parce que j'étais jeune maman, j'ai trouvé ça beaucoup plus modéré comme action de faire. Et donc, en fait, ce jour-là, ce nouvel avocat est venu me trouver à la fin et m'a simplement remis sa carte et m'a dit, si vous avez un problème, voilà, appelez-moi. Voilà, simplement.
Et puis j'ai eu un problème après de garde d'enfants. Voilà, ça c'était pas. Non, pas mais sans entrer dans tous les détails, parce que malheureusement on n'a pas le temps de raconter tout. Vous dites que vous avez connu le pire et le meilleur. Alors c'était quoi le meilleur? Parce que vous n'avez pas raconté le pire. Le meilleur, c'est que comment dire, le shérif est venu un jour avec un papier comme quoi il fallait qu'on décide de la garde de mon enfant, et j'ai pensé à cet avocat, donc je l'ai appelé. Et là, vous retrouvez vraiment, comme dans les films, dans les comment dire, Kramer contre Kramer. Ouais, non, mais des fontaines, du marbre partout, un magnifique cabinet d'avocats, un truc de dingue. Ouais. Et je me dis, mais jamais je pourrais payer cet avocat. Le meilleur, c'est qu'en fait, il m'a dit, vous occupez de rien, moi je vous défends gratuitement. Voilà, c'est ça le meilleur. Vous voyez, formidable. J'en ai des larmes aux yeux. Mais je comprends. Parce que sans lui, j'aurais jamais eu mon fils. Je comprends. Eh bien, écoutez, c'est très... Voilà. Comme quoi, voilà, il y a le pire et le meilleur. Et merci de nous avoir raconté ça. Et il y a des gens formidables. Voilà. Merci Laetitia pour ce témoignage très touchant. On va donner la parole à Philippe qui nous appelle de Libourne. Bonjour Philippe. Oui, bonjour André, bonjour à votre invité, bonjour Clémence. Donc moi je voudrais savoir si l'affaire de corruption de Biden, les Hunter Biden et laptop et tout ça là, si ça, donc du coup où que ça en est, est-ce que ça a vraiment modifié en profondeur le vote des électeurs? Est-ce que ça a fait comme en France avec les Macron Leaks qui sont sortis 24 heures seulement avant l'élection et qui n'ont pas eu de rôle à jouer dans l'élection, c'était trop tard. Voilà, je voulais savoir s'il y avait une modification de l'électorat due à cette affaire. Oui, très bonne question. C'est vrai que je voulais poser moi-même à Alexandre Mandel. Alexandre, vous avez vu, enfin on a suivi, c'est vrai qu'il y a eu un silence assourdissant, aussi bien en France, on était quelques-uns à en parler, mais pas tellement, et en Amérique on le sait aussi, à part quelques New York Post. New York Post, on a parlé quand même. Absolument, oui, mais c'est pas un petit journal, hein. C'est pas tous les médias américains, quoi, quand même. Et puis il y a eu la censure de Facebook et de Twitter. Vous le savez. Non, mais est-ce que ça joue? Est-ce que ça joue à jouer? Alors cette histoire de la famille Biden ou pas? Je vais vous décevoir tous les deux. Ouais. Non, ça ne jouera pas. Parce que d'abord, c'est arrivé trop tard. Que le fils Biden soit perçu comme un pourri par les partisans de Trump, c'est pas un fait nouveau et ça change pas grand-chose finalement. Ça les conforte dans leur idée. Et les électeurs de Biden, de toute façon, considèrent, eux, que ce sont des accusations du camp républicain qui sont fondées sur absolument rien. Et rejettent ça. Donc moi, mon sentiment profond, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, l'élection, elle a lieu sur... L'élection, c'est Trump contre le Covid, aujourd'hui. Je ne peux même pas vous dire Trump contre Biden, parce qu'à la limite, Biden, j'ai presque envie de vous dire que tout le monde s'en fiche. Il a annoncé qu'il fera qu'un seul mandat. Il a plus toute sa tête. S'il le fait, il a plus toute sa tête. Il ne va pas révolutionner l'Amérique. Finalement, ils auraient choisi, je vous dis, n'importe qui contre Trump. Enfin, ils l'ont choisi avant la crise du Covid-19. Ça revenait à faire une sorte de référendum, finalement. Je sais que les gens n'aiment pas entendre ça. Non, mais c'est bien. Moi, j'aime bien faire la comparaison. Ça me fait penser à l'élection en 2012 entre Sarkozy et Hollande. Il n'y avait aucun enthousiasme sur Hollande et les gens ont voté... contre Sarkozy. C'était beaucoup contre Sarkozy pour Hollande. Et j'ai l'impression qu'ils sont en train de faire un peu la même chose avec Biden. Je peux me tromper. Je ne vois aucun enthousiasme sur Biden. J'en vois encore sur Trump. Biden n'est vraiment pas quelqu'un qui... Mais c'est intéressant, votre image. Vous dites que cette élection, c'est Trump contre le Covid. C'est-à-dire, en fait, que ce que vous dites, et effectivement, on le verra ce soir, hein, on le verra assez vite quand même. Ouais. Ce que vous dites, c'est que, et vous le dites vous-même d'ailleurs dans votre livre, Alexandre, c'est que au fond, il n'y aurait pas eu le Covid, Trump l'emportait
presque sûrement, enfin en tout cas fortement. À la Reagan. Voilà, à la Reagan, exactement. Et que le Covid, même si sa gestion n'est pas totalement en cause, mais le Covid l'a remise en question, c'est ça. Et donc si je vous suis bien, c'est-à-dire que les gens vont... En fait, c'est un référendum pour ou contre Trump, cette élection. Voilà. Est-ce que c'est un bon père de la nation? C'est un peu ça, l'idée. D'accord. Et finalement, c'est très injuste. Je vous dis, c'est injuste et pour Trump et pour l'électorat américain. Oui, parce c'est que juste. l'électorat. Mais vous n'avez pas. Est-ce que vous n'avez pas été, André Berkoff, frustré par les deux débats? Beaucoup de thèmes qui n'ont pas été abordés. Évidemment. Politique étrangère, par exemple. Pas un mot sur la politique étrangère. Oui. Pratiquement zéro. Ouais. Une phrase sur la Corée du Nord, et encore pour faire une blague. C'est extrêmement... Aujourd'hui, il y a une énorme frustration des électeurs américains. Ils se sentent dépossédés de cette campagne. Et quel que soit le résultat, je peux vous dire que la légitimité du chef de l'État américain sera très faible. Ne sera pas la même, en tout cas. Ouais. Ah non, ce ne sera pas la même. Voilà. Juste, on va prendre un auditeur. Voilà, Richard qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Richard, rapidement. Oui, bonjour. Oui, bonjour à vous. Bonjour Richard. J'ai travaillé récemment aux États-Unis, en fait, même pendant la crise du Covid. Oui. Et en fait, oui, votre invité a raison. Et les élections sont complètement perturbées. Et c'est évident que le bon résultat économique de la mandature de Trump va être un peu écrasé par le Covid. Mais avec les personnes que j'ai rencontrées là-bas, et je suis un peu surpris c'est pas ce qui ressort surtout dans ce qu'on en dit en France. Biden et les démocrates, ils sont vécus comme les candidats des GAFA, en fait. C'est des gens qui vont pousser à faire de la richesse à l'extérieur des États-Unis, à drainer des richesses via les GAFA, et pas forcément la redistribuer sur des travailleurs aux US, pour faire simple. Alors que Trump, par ses taxes, il va mettre des GAFA un peu en difficulté, parce qu'ils peuvent être quelque part un peu boycottés ou sous pression, et ramener de l'activité aux États-Unis. En fait, ça, c'est une perception et qui n'est pas que chez des gens qui n'ont pas fait d'études, contrairement à ce que j'entends souvent. Bravo, c'est exactement ça. Je connais des gens qui vont voter Trump et pour ces raisons-là, quoi. Et je le trouve légitime. Oui, c'est ce qu'il a fait. Enfin, il faut le dire quand même. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas Trump, il a ramené quand même du job aux États-Unis. Et vous avez raison. Moi, je suis très frappé. Et je laisserai le dernier mot, évidemment, à Alexandre Mandel. Moi, ce qui m'a vraiment frappé quand même, en dehors de tout, c'est que Facebook et Twitter censurent pas seulement Trump, mais un certain nombre d'informations. Or, de quel droit les GAFA, on a vu d'ailleurs Jack Dorsey, le PDG de Twitter, qui a été convoqué par Ted Cruz, mais de quel droit les GAFA censurent quand même, c'est assez énorme, ça, non? Parce que c'est leur intérêt. Oui, leur intérêt, c'est d'avoir plutôt les démocrates qui vont faciliter leur pénétration sur les pays. Le durcissement avec la Chine en particulier, ça peut fermer des opportunités aux GAFA. C'est clair. Alexandre, là où j'abonde totalement dans votre sens, monsieur, c'est quand vous dites que le Parti démocrate est aujourd'hui perçu aux États-Unis comme le parti des élites. Le Parti républicain aujourd'hui est le Parti démocrate d'avant Lyndon Johnson, c'est-à-dire le parti du common man, c'est de l'homme ordinaire. Et ça, Trump a réussi à faire basculer, si vous voulez ça, et à faire du Parti républicain. Vous avez raison de dire Trump est pas du tout l'affreux libéral qu'on dénonce en France. Trump fait de la redistribution, redistribue l'argent aux agriculteurs, etc. Il n'est pas du tout le capitaliste au couteau entre les dents. Trump est, en effet, finalement, il y a eu ce shift, comme disent les Américains, entre un parti démocrate, ce qui explique les basculements en 2016 d'États comme le Michigan, le Wisconsin, qui avaient l'habitude de voter pour les démocrates. Et on va voir, Alexandre Mandel, si ce shift, comme vous dites, si ça persiste ou pas. Voilà. Merci. Eh bien, merci beaucoup, Alexandre Mandel. Je rappelle votre livre Chez Trump aux éditions L'Artilleur. Merci à vous, André Berkoff. On vous retrouve demain pour une émission justement spéciale élection américaine, avec notamment Charles Gave et William Tay. Vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube toujours et en podcast sur sudradio.fr. Et puis, Sud Radio continue avec Brigitte Lahaye et cette question absolument cruciale, l'éjaculation est-elle un réflexe? Voilà, tout de suite. Sud Radio Berkoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkoff. Avec le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays.